Uh, yeah. Uh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux invités. D'un côté, Quentin Meyrat, de l'autre, Ghislain Vachette. L'un est ingénieur textile chez Decathlon, l'autre professeur d'EPS. Et ensemble, ils partagent une passion de swimrun et ils ont monté l'association Ultra Solidaire pour lier le sport et l'engagement écologique. Dans cet épisode, on revient sur leurs projets les plus marquants. Entre autres, l'idée folle de faire un marathon en natation, des défis pendant le confinement comme un triathlon de 12 heures dans un appartement, et surtout leur préparation pour le Tilleux en Suède, qu'ils ont choisi de rejoindre uniquement en train. Ils vont nous présenter l'association Ultra Solidaire, mais aussi nous expliquer la philosophie qu'il y a derrière, leurs choix, leurs contraintes, sans jamais donner de leçons, mais en ouvrant des pistes concrètes pour allier le sport et l'écologie. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet échange entre Quentin, Ghislain et Hermano. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, aujourd'hui je me suis mis en mode swimrun. Mon background est plus lié à l'autre podcast qu'on produit, mais parce que évidemment on va parler swimrun. Alors j'ai deux invités, je ne sais pas par où je commence, si c'est par ordre alphabétique ou pas, mais tiens, on va faire par affichage sur mon écran. Je commence avec Ghislain Vachette. Salut Ghislain. Salut Hermano. Et ton acolyte, autre invité du podcast, Quentin Meyrat. Salut Quentin. Salut Hermano. Bon, vous allez bien les gars? Et là, c'est le jeu forme. de qui prend la parole en premier. Eh ben, ça, alors, mais il paraît que tu sais bien gérer les bisous à 15, donc du coup à 3, ça devrait le faire. Ouais, sur le podcast Road to Tilo, le premier épisode, c'était assez sympa et finalement, c'était assez fluide. C'était un peu moins fluide avec l'enregistrement qu'on a fait ce midi avec Jérôme et Arnaud Delustrac de la Team Kebab. Alors, pour les swimrunneuses et swimrunners qui se respectent, forcément, vous devez connaître. Mais on va essayer, on va s'en sortir, Allez, cette fois-ci, je donne la parole à Quentin. J'aime bien commencer mes épisodes en demandant à mes invités de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Quentin Meyrat? Qui est Quentin Meyrat? Prends des notes, Ghislain, parce qu'après, c'est ton tour. Ouais. Et on te demandera de répéter. Et ben, moi, du coup, Quentin, c'est 32 ans, sportif amateur et ingénieur, à côté, ingénieur textile. On va commencer par le pro avant de discuter du perso. Donc, moi, je travaille chez Decathlon. Je suis ingénieur textile, basé à la montagne, dans la vallée de Chamonix, plus précisément vers Salanches, pour ceux qui connaissent. Donc, un beau terrain de jeu là où j'habite. Comme je le disais, donc, je suis ingénieur textile. Je développe tous les composants globalement pour réaliser les pantalons, les chemises pour les sports de montagne. Donc pour les plus connaisseurs, Quechua, anciennement Forclaz qui n'existe plus, Simon l'escalade et un petit peu pour le ski. Bon, donc, si on a des problèmes avec les textiles Decat, on peut te contacter, même si c'est pas que pour la montagne ou... Ouais, on peut quand même me contacter. Globalement, j'ai les contacts, j'ai le réseau, donc il n'y a pas de problème. Ça va. Non, fais attention, tu risques d'être submergé plus par des bonnes choses, parce que Decat, quand même en textile, bon, hormis de temps en temps quelques séries qui déconnent, mais sinon, globalement, vous avez une belle image de marque et qui est justifiée. Oui. Moi, le premier, je suis super fier de porter des produits Decathlon. Là, aujourd'hui, comme tu peux le voir, on a des beaux t-shirts qui prennent. Moi, personnellement, je m'entraîne qu'avec du textile Decathlon, même du matériel, ce qu'on appelle hard, chez nous, Decathlon. C'est quelque chose... Le matériel hard, c'est le matériel qu'on utilise le premier samedi du mois sur Canal, non? C'est pas ça? Non, on va peut-être pas jouer sur celui-là, quoique. Non, tout ce qui va être des vélos, par exemple pour le swimrun, ça peut être les pull boys, les plaquettes, les lunettes. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui n'est pas considéré comme du textile. Ok. Tiens, d'ailleurs, on fera peut-être on passera peut-être en revue le matériel swimrun qui existe chez Decathlon ou pas, enfin en marque Decathlon, parce que bien sûr. Donc, notamment quand on... Alors Nabaiji qui va transformer vers Van Rysel. Ok. Van Rysel, les vélos, quel rapport entre Nabaiji et Van Rysel? C'est plutôt au niveau de la marque experte où du coup ça va être un... Je saurais pas dire exactement si Poolboy Plaquette ça va être du Van Rysel ou du Tribord. Okay.
Sur En gros, ça, la partie experte, normalement, je crois, va être ça plutôt Van sera plutôt Rysel Van et Rysel. la partie grand Oui. public plutôt Tribord. C'est ça. Il y a eu un regroupement de sports. Il y a beaucoup de marques qui disparaissent chez Decathlon et du coup qui se font reprendre par les grosses marques. On va avoir Kiprun, Van Rysel, Simon pour l'escalade. Donc voilà, on était à 85 marques, je crois, et maintenant on va plus en avoir que 13. Ok. Donc grosse réduction. Ouais, sachant que Van Rysel était déjà la partie experte, mais pour le vélo chez Decat. Alors, on va pas faire un Exactement. podcast Decat, mais c'est quand même ceux qui sortent les plus beaux vélos dans les marques Decathlon. Alors Van Rysel, et ça va être les seuls maintenant. Avec Between. Il y a encore Between qui va. Mais oui, non, c'est marque experte et des beaux produits. Honnêtement, on peut être fier. Bon, et du coup, c'est quoi le métier d'un ingénieur textile, en particulier chez Decat? Mais c'est quoi? Tu conçois les textiles, Exactement. tu te bases sur ta formation pour pouvoir imaginer de nouveaux textiles ou pour imaginer des associations de textiles entre eux? Tu conçois des nouveaux textiles ou c'est quoi ton métier? Eh ben, un peu des deux. C'est un peu ce que tu viens d'exposer. Donc moi, je vais avoir un métier où je vais travailler avec les sports. Donc c'est les sports qui viennent me voir et qui ont un besoin. Donc globalement, on travaille 2 à 3 ans en amont de la fabrication et de ce que tu vas pouvoir toi retrouver en magasin. Donc là, aujourd'hui, moi, je travaille sur la collection qui sera en magasin en 2027-2028. Et mon travail en tant qu'ingénieur composant, et il a encore plus de sens aujourd'hui, c'est de développer des nouveaux textiles qui ont aussi, on en parle tout de suite, mais un impact CO2 réduit. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est principalement de développer des composants où on va avoir un impact CO2 le plus faible possible. On s'anime beaucoup chez Decathlon sur ça. C'est vraiment notre cœur et notre orientation pour développer les composants. Donc, ça va passer via des process industriels. La teinture dans le développement des composants textiles est très impactant. Donc, ça, c'est vraiment une partie sur laquelle on travaille beaucoup. Réduire l'impact CO2, la consommation d'eau. L'univers du textile, c'est très, très consommateur d'eau. Donc ça, c'est des ressources qu'on essaye de préserver au maximum. Et après, on va travailler on essaye de plus en plus de tendre vers une chaîne fermée où on va recycler du textile pour faire du textile. Jusqu'aujourd'hui, c'était une petite filière très compliquée à mettre en place. Elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente de par la nature et la typologie des produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, à partir du pétrole, on fait, pour le plus connu, du polyester, du polyamide. C'est des filières qu'on peut réutiliser, qu'on peut utiliser en circuit fermé. Donc, mon métier, moi, aujourd'hui, c'est de diminuer mon impact carbone sur mes composants. Et donc, parfois, ça peut être de partir d'une feuille blanche. Si j'ai pas la réponse au sport, eh ben, je pars d'une feuille blanche et je travaille avec le fournisseur avec le meilleur choix de fil, de process pour diminuer notre impact. Super. Ouais, donc quand tu parles de travailler sur les tissus, les textiles en cycle fermé, c'est plus pour les textiles, on va dire techniques, mais le bon vieux fil de laine, est-ce qu'il est plus facile à recycler, hormis la teinture, la couleur qui existe déjà et qu'il a pour déteinturiser, ça va être encore super consommateur en termes d'eau. Oui et non. Aujourd'hui, on sait recycler des fibres naturelles. Ça reste compliqué de par déjà la composition, parce qu'on ne va pas utiliser un fil pur, par exemple, de laine. On peut l'avoir sur des produits de prêt-à-porter, des chemises, ce genre de choses. Nous, on est vraiment orienté sur du textile technique. Donc, sur du textile technique, on a des attentes en termes de résistance, de respiration. Donc, ça peut être combiné avec des matières synthétiques. Et ça peut être du coton polyester, coton polyamide. Et donc déjà, la séparation de ces deux fibres peut être déjà très consommateur et ça peut être très complexe. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas recycler de l'élastane. L'élastane, ça reste très compliqué. Donc des tissus qui sont très, très stretch, on sait qu'en termes de recyclabilité, ça va être compliqué. Donc, sur les fibres naturelles, c'est pareil, le recyclage. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le fil, mais globalement, des fibres naturelles, c'est plein de petites fibres qu'on va venir tordre entre elles pour faire un fil.
Un fil synthétique, on va chauffer des granulés de pétrole et ça va faire un fil très long. Donc lui, quand on vient casser les fibres, mais en termes de résistance, on reste quand même sur des niveaux assez élevés. Alors que quand on vient casser un fil qui est déjà relié avec plein de fibres, du coup, on a une résistance qui est moindre. Et nous, sur notre domaine d'application, donc sur l'usage technique sportif, ça reste encore compliqué. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des shorts avec 20-30% de coton recyclé, mais c'est le grand maximum. Et ça, c'est pour vraiment répondre à un usage technique, à un besoin pour l'utilisateur. Bon, je te remercie pour les précisions. On est un peu sorti du champ du sport, mais quoique pas complètement, notamment pour celles et ceux qui ont voilà, une sensibilité pour l'environnement aussi, ça peut toujours être intéressant. Pour moi, la marque de référence, ça reste quand même Patagonia pour ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, je rêve de voir des textiles techniques, notamment pour le swimrun, chez Patagonia. Bon, après, il faut aussi rêver d'avoir le budget qui va avec, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Non, effectivement, Patagonia, on misait sur une économie, je veux dire, sur un mindset que moi aussi j'adore. Hein. Je porte aussi des produits Patagonia, j'aime beaucoup le mindset, la façon de travailler, la façon de voir les choses. Ils sont bien en avance par rapport à certains, et même nous les premiers. C'est vrai que c'est du recyclé, c'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps. Donc voilà, comme tu dis, effectivement, c'est un budget, mais toutes ces technologies-là, aussi pour les mettre en place, ça demande un coût. Donc c'est compréhensible. Il y a une partie marketing, il y a tout ça, c'est propre, mais c'est des produits de qualité. Ouais. Est-ce que ça inclut aussi tes recherches la relocalisation un petit peu, ou en tout cas éviter de fabriquer très très loin du pays d'usage, parce que on parle pas forcément, je pense pas forcément à l'Inde, à la Chine, au Bangladesh ou autre, mais en tout cas de régionaliser les endroits où les produits vont être fabriqués, conçus. Oui. Alors aujourd'hui, moi, sur mes typologies de produits, faire du composant, ce qu'on appelle dans la zone Europe, on a des solutions. Le problème, c'est que fabriquer du produit fini en Europe à une échelle industrielle, ça reste assez coûteux. Parce que c'est de l'humain. Donc, du coup, ça veut dire des coûts de fabrication qui sont beaucoup plus élevés. Mais il y a des projets, il y a vraiment une grosse dynamique nous, derrière pour faire une relocalisation. On ne pourra pas relocaliser l'entièreté de nos composants et de nos produits finis en Europe, mais il y a une volonté derrière, effectivement, pour que ça ait du sens. Par exemple, en France, on est le premier producteur, tu parlais du lin, mais on est le premier producteur mondial. Donc, on peut en être fier, et ça, c'est des choses. Mais voilà, c'est plus lié à une économie générale qui fait que faire du produit, ce qu'on appelle du produit fini, donc moi, je fais du composant. Et ensuite, derrière, on va utiliser ce composant-là pour faire du produit fini. Le faire en Europe reste très coûteux. Et du coup, on est sur des prix qui ne sont plus à l'échelle Decathlon. Bon, dernière question là-dessus, parce qu'on aura quand même fait 10 minutes sur Decathlon, donc tu pourras envoyer à ta direction puis leur demander s'ils ne veulent pas nous sponsoriser. Est-ce que vous travaillez aussi sur des textiles connectés ? J'ai des collègues, effectivement, qui travaillent sur ce type de technologie-là. Alors moi, à proprement parler, non. Mais oui, effectivement, j'ai des collègues qui travaillent sur ça. Il y a beaucoup d'innovations encore à faire dans le textile. Tout à l'heure, moi, je parlais de l'élastane. Aujourd'hui, il y a des projets pour supprimer l'élastane ou pour mais avoir quand même du tissu stretch. Donc ça, c'est des projets qui sont hyper intéressants. Et pour revenir à ta question, oui, plutôt lié à la chaleur, à ce genre de choses, ça peut être hyper intéressant. Moi, je rêve d'avoir une trifonction ou même un maillot de bain dans lequel serait intégré la ceinture cardio-thoracique, du coup, qui serait plus forcément thoracique. Ce serait quand même plus pratique pour nager et puis moins d'entretien et puis moins de piles à changer, etc. Mais bon, allez, je rêve, je suis en 2050 déjà. Non, mais c'est beau de rêver, il faut. C'est comme ça qu'on innove. Hein. Et c'est la recherche et développement. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, tu vois, c'est ce genre d'idée peut-être un peu saugrenue, mais qui va t'amener à des idées et te dire « Ah ouais, mais là, il y a un manque, il y a un besoin. » Et du coup, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et c'est ça qui est, moi, je trouve hyper intéressant. On clôturera le chapitre Décathlon, mais tous les avis, en fait, sont lus. Quand on dépose l'avis sur un produit,
Et aujourd'hui, c'est ce qui dirige aussi notre conception. Donc, genre d'idée qui peut être un peu folle, mais qui est super au final. On se dit, bah ouais, en fait, il y a un besoin sur ce besoin-là. Bon, écoute, j'irai mettre un commentaire du coup sur ma ceinture H&M de Garmin en disant que je rêve de l'avoir intégrée sur mon textile connecté. C'est une bonne idée, ou un emplacement. Ouais. Ghislain, à ton tour. T'as vu, hein, on a fait 10 minutes sur Decat. On va peut-être pas faire 10 minutes sur l'éducation nationale, mais bon, ça dommage. J'ai déjà fait plein de podcasts avec des profs de sport. Allez les réécouter. Non, mais plus sérieusement, Ghislain, je te laisse te présenter, nous dire qui est Ghislain Vachette. Et pas de mauvaise blague avec interview. Moi, je me permets plus de le faire sur moi-même, donc. Écoute, Ghislain, 33 ans, je suis le vieux du binôme, du coup, si je comprends bien. Puis voilà, donc non, rien d'extraordinaire. J'essaie de faire des trucs utiles, donc ça passe par mon métier où je suis prof de PS effectivement, où j'entraîne, et puis à côté de ça, voilà, un peu d'investissement dans mon club, un peu d'investissement dans l'association qu'on a créée avec Quentin, et puis un petit peu de temps passé à courir, nager, entre d'autres défis qu'on a pu réaliser ces dernières années. Voilà, ça fait déjà un quotidien pas trop mal chargé, quoi. Bon, bah écoute, on va pouvoir détailler tout ça. Je note quand même que le mec qui bosse chez Decat, il est près de Cham, et alors que normalement Decat c'est plutôt dans le nord. Et toi, tu es dans le nord, Gislain. Donc bien joué les gars aussi pour ce switch. Je suis bien perdu. Merci. Après, tu sais, justement, l'aventure de l'assaut ultra solidaire qu'on a créé, elle a un peu débuté justement dans le Nord, quand Quentin est revenu des États-Unis et qu'il a passé 1 an et demi justement à Decathlon à Villeneuve-d'Ascq. Et effectivement, ouais, et du coup, voilà, je pense que les premières briques, elles ont été posées à ce moment-là. De l'histoire actuelle, en tout cas, ouais, ça a commencé près des briques rouges, et ça reste ancré. Ouais, maintenant, tu es près de la pierre et Gislain qui est resté. Comment est-ce que votre binôme est né, justement? Est-ce que vous avez fait votre premier swimrun ensemble et c'est comme ça que votre binôme est né? Est-ce qu'au contraire, il s'est construit autour d'autres choses? Tu parlais de l'association Ultra Solidaire. Racontez-nous un peu. Allez, Gislain, je te redonne la parole parce que Quentin, il a beaucoup trop parlé sur Decat. Ouais. En fait, on est tous les deux originaires ni du Nord ni de la montagne, puisque en fait, on vient de Lyon, de petits villages près d'Auxerre. Et on s'est plutôt rencontrés dans le club de natation quand on était adolescents. Donc voilà, on a nagé un petit peu ensemble, pas à très haut niveau, même si Quentin ça nageait de manière plus solide, je pense. Et puis voilà, après les études passant, les chemins se sont un peu écartés. Et puis il se trouve que voilà, Quentin est revenu de New York en 2019, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bien juste avant le Covid. Magnifique. Exactement. Mais le Covid a été formateur pour notre binôme. Ça a été une étape hyper importante. C'est clair. Et du coup, voilà. Et en fait, il s'est trouvé qu'il est venu dans le Nord, où moi j'avais atterri depuis quelques années. Et puis voilà. Du coup, ça a bien matché. Et puis, je dirais même que très rapidement, je pense à son la deuxième ou troisième fois qu'on s'est revu à ce moment-là, je pense que j'ai déjà commencé à lui parler de l'Autileux. Donc voilà, la graine a été plantée il y a maintenant presque 6 ans. Et voilà, ça a plutôt bien germé parce que on y va tout droit, et dans quelques mois, ça sera plus juste un rêve, ça sera plus un projet, on sera sur le terrain avec toi, Hermano. Ouais. Je suis en phase de me remettre de mes petits problèmes de santé. Donc, normalement, semaine prochaine, je reprends les routes de l'entraînement. Donc, oui, je devrais être avec mon binôme Fergus le 1er septembre. Si on revenait un petit peu sur la formation de ce binôme non-swimrun au début, comment est-ce que vous avez avancé ensemble? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association? Quel est votre engagement? Enfin, voilà un petit peu les questions en vrac. Je vous laisse piquer dedans pour répondre. Allez, Quentin, à ton tour. Allez, mon tour.
Avant tout, d'être une association, c'est quand même deux copains. On est deux copains et c'est ça qui fait aussi, j'ai envie de dire, notre force. Comme le dit Ghislain, il a mis une petite graine il y a 6 ans. Il a bien entretenu cette petite graine, via des défis. Voilà, on s'est cherché, et voilà, ça a été des premiers défis où, pendant cette période qu'on a tous connue, le Covid, Ghislain, pendant le confinement, le premier confinement, moi je ne travaillais pas, Ghislain non plus. Puis un jour, il me dit oh, ça serait chouette si on faisait un triathlon dans un appartement pendant 12 heures. Ah, je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, si, il y a une association. Là, c'était avec. En vol. Voilà, c'est ça, en vol. L'idée, c'était de faire un triathlon de 12 heures dans son appartement. Donc, moi, la première chose, c'est mais comment on va faire? Enfin, il n'y a pas de piscine. Comment tu nages? Dans la baignoire, en fait, tu fais quoi? Et ouais, c'est ça. Donc, on s'adapte. La période du Covid a été une bonne période d'adaptation. Donc, on a aménagé un petit peu. Donc, pour le vélo, c'était facile. On avait un home trainer. Et donc, l'idée, c'était 30 minutes de vélo sur home trainer. Pendant ce temps-là, il y avait l'autre binôme qui courait pendant 10 minutes dans l'appartement. Et c'est pas une blague, hein. On courait pendant 10 minutes. Ah, les voisins, ils devaient être ça faisait à peu près. Alors, l'avantage, c'était chez Ghislain, il n'y avait pas de voisins en dessous, il n'y avait pas de voisins au-dessus. Donc, on était plutôt tranquille. Et 10 minutes de course à pied, mais vraiment de course à pied avec des lignes droites, des virages, tout ce qu'on aime. Et pour donc remplacer la partie natation, on a mis 20 minutes de renfo. Ça passait par des tractions, du TRX, des pompes, des abdos. Et ça, on a fait ça pendant 12 heures, donc sans arrêt. Donc ça a été une belle et longue journée sur laquelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on a fait l'équivalent d'un semi-marathon en course à pied. Ouais, on était entre 22 et 24 km. Je crois que toi, tu étais à 24 et moi, 22. En vélo, on était à plus de 200 km, il me semble, chacun. Ouais, au total, je crois que 460 ou 480 km à deux, je crois, sur les 480 km à vélo. 12 heures. Et puis, je vais passer sur le nombre de pompes, voilà, de ce genre de journée où on se dit, mais c'est impossible à tenir. Et puis, au final, on était dedans et puis on s'est bien amusé. C'était très chouette. On a passé un bon moment et voilà, je pense que ça a été ma première, on va dire, épreuve d'endurance. Moi, comme disait Ghislain, je viens du monde de la natation. J'ai couru un petit peu et quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait beaucoup d'escalade. Donc, l'endurance et moi, c'était pas forcément quelque chose que je maîtrisais et je voyais ça plutôt pour les autres, aussi avec des grands yeux et me dire, ils sont vraiment trop forts, mais c'est pas pour moi. Donc c'est comme ça que c'est né. Et ensuite, pendant 5 ans, on a réalisé plusieurs défis et notamment l'année dernière, il y a 2 ans pour le Téléthon avec le marathon de Pi, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, de là est né des idées et le fait de monter l'association, elle avait vraiment du sens pour nous, porteurs de valeurs et pouvoir représenter des idées qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ça ensemble. Attendez, les mecs, par contre, un peu plus de 20 bandes chacun dans un appart, c'est quoi? C'est parce que le Nord est tellement sinistré que vous avez des apparts qui font 500 mètres carrés et puis vous vous permettez de courir pendant 12 heures, hein? Non, je crois que c'était une. C'est méchant, c'est méchant. Non, c'était une des questions légitimes parce qu'on nous la pose tous. Mais l'avantage, c'est qu'il a une terrasse. Il avait une terrasse, il y avait un balcon. Donc, on avait même une partie en extérieur. Donc, on passait dans le couloir, la chambre, la terrasse, la salle de sport, à nouveau le couloir, la cuisine. Je crois que ça faisait environ, on était à 28 boucles. Si je dis pas de bêtises, je crois que le tour faisait 65 mètres avec à peu près 50 cm de dénivelé par tour parce qu'il fallait monter pour aller sur la terrasse. Donc en fait, c'était presque plus du trail indoor que. Ah, mais vous étiez dans le même appart, ok, je comprends mieux. Ouais. Et alors, fun fact, moi, le lendemain, j'ai eu une courbature justement à l'adducteur à droite à cause de cette marche. Mais vraiment, j'avais vraiment mal au niveau de l'adducteur. J'étais waouh. Et juste pour une marche pour passer sur la terrasse.
Excellent, excellent. Ça me rappelle l'ultra trail de mon jardin de Greg Runner qui avait fait 24 heures pendant le Covid au fond de son jardin, quoi, sur une boucle qui fait 50 mètres. C'est génial. Voilà. Des défis qui déchirent. Ça Et ça, pousse la créativité. Et ça, c'est aussi ça qui vous a donné envie de créer l'association ou c'était juste un élément de plus en vous disant, tiens, si on relevait des défis, puis tant qu'à faire, autant allier ça à des causes solidaires, caritatives? C'était déjà pour une cause. Bah, du coup, si tu veux, Ghislain. Ouais, c'était déjà pour voilà, plus une cause de notoriété pour l'association Envol à l'époque. Et après, ça a pris une autre dimension un petit peu plus tard. Il y en a qui fêtent leur anniversaire à McDonald's, tu vois. Et ben, nous, on a fêté mon anniversaire des 30 ans à la piscine de Dijon. Et on s'est dit, bah, pour les 30 ans, on va aller faire 30 bornes. Et donc, du coup, on a nagé 30 bornes dans la piscine de Dijon, voilà, qui était. 30 bornes chacun ou 30 bornes en relais? Non, 30 bornes ensemble. Chacun. Donc, chacun d'un côté de l'autre. Et puis bon, on s'est dit, bah, autant faire en sorte que ça soit utile. Hein, et donc, il y a une association dans le Nord qui s'appelle l'Âme de Joie, que tu connais probablement, Hermano, et en fait, qui fournit des lames en carbone aux enfants pour pouvoir faire du sport. Et en fait, cette association-là, elle permet même à des sportifs comme Pierre-Antoine Baël d'être équipés et de partir aux Jeux Olympiques. Donc c'est une asso qui fait un boulot mais extraordinaire. Et donc, on s'est rapproché d'eux et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour récolter un petit peu des fonds. Voilà, donc c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, on avait monté une cagnotte à l'époque. Et c'était assez fun de découvrir un peu la communication autour de ça, de voir que les médias étaient intéressés, alors que nous, au départ, c'était juste un défi un peu débile où on le faisait pour nous, mais on s'est rendu compte que bah, ça pouvait aussi servir ce genre de cause. Et voilà, donc on avait récolté à l'époque quelques centaines d'euros, ce qui n'était pas négligeable pour deux pimpins comme nous. Et puis voilà, on a passé une super journée. Voilà. Et après, je savais que dans un coin de ma tête, j'avais l'étape d'après. Voilà, un jour faire un marathon en nageant. Ça faisait longtemps que ça me titillait. Et puis, mais j'avais pas trouvé encore le moyen. Et je me souviens que l'été qui a suivi, j'ai passé pas mal de temps chez Quentin à la montagne. Et on était face au Mont Blanc, plus ou moins avant ou après un tour du Mont Blanc à vélo. Et je lui ai dit, mais attends, j'ai une idée, j'ai un truc là. Est-ce que alors déjà, accroche-toi. Est-ce que ça te chauffe d'aller faire un marathon? Mais là, j'ai trouvé un truc, quitte à faire un marathon, autant le faire dans la plus belle piscine du monde, quoi. Et en fait, j'ai reconnecté ça avec le film L'Odyssée de Pi, que j'avais revu voilà, il y a quelques années avant, et je m'étais dit, un jour, ça serait cool de nager dans cette piscine-là. Et donc là, c'est le genre de moment là où tu commences à penser plus qu'à ce truc-là, tu te dis, mais attends, toutes les étoiles sont connectées, là, il y a un truc, faut faire ça, quoi. Personne n'a fait ça. Et puis, ce que j'aime bien chez Quentin, c'est que lui, il a beau être un chaîne centenaire, quoi. C'est ça. Il a beau être ingénieur, il y a des fois des idées complètement débiles qui accrochent quand même sur lui. Et puis voilà, il m'a dit feu vert. Sauf que on s'est dit voilà, du coup, comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et donc on s'est dit déjà, on va appeler ça le marathon de Pi. En hommage au film, voilà. Et puis voilà, à qui ça peut servir? Et on a pensé rapidement au Téléthon. Donc voilà. Et là, le projet a dû se mettre en place en l'espace de. En gros, c'était je crois que c'était au mois d'août. Et je pense que voilà, on a eu à peu près 3 mois pour mettre ça en place. Et au final, ce qui est rigolo, c'est qu'on a passé beaucoup plus de temps à organiser la chose de manière administrative et logistique plutôt qu'à s'entraîner, ce qui a posé d'autres problèmes. Mais du coup, c'était, je pense, c'est vrai que c'est le projet le plus fun qu'on a réalisé pour l'instant et qui nous a fait un peu plus connaître auprès de certains médias et puis qui a élargi un petit peu notre notoriété. Mais voilà, et donc tu vois, d'une idée un peu à la con de faire un triathlon à la maison, tout seul dans notre coin, à finalement faire un marathon de nage dans la plus belle piscine du monde, voilà, c'était ça un peu le chemin. Voilà, il y a eu d'autres choses avant, après, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça s'est construit, quoi.
Et quel rapport avec Ultra Solidaire, du coup qu'est-ce que ça vous apporte de mettre en place ces défis sportifs, je cite, à la con? Déjà, une reconnaissance officielle qui était importante par rapport aux partenaires qu'on pouvait démarcher. D'autre part, d'un point de vue financier, c'est plus intéressant parce que, par exemple, la première cagnotte qu'on avait faite pour l'âme de joie, on a fait une cagnotte Litchi, hein, comme tout le monde fait. Sauf que, en fait, Litchi, ce qui est normal, prennent des frais dessus. Alors que en tant qu'association, on peut avoir un modèle financier qui est complètement différent et qui est beaucoup plus optimisé dans le sens où si les gens font des dons, ils ont la possibilité déjà d'une part d'être défiscalisés et en plus nous, on n'est pas, il n'y a pas de part qui est perdue et 100% des dons qui sont faits sont reversés aux assos qu'on soutient sur ce genre d'événement. Donc en fait, tout le monde est gagnant avec ce format-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a opté plutôt pour ça et puis voilà, encore une fois, ça permet d'avoir une reconnaissance officielle. Pour la petite histoire, on n'a pas toujours été appelé Ultra Solidaire. Au départ, quand on a créé l'association au tout début, ça s'appelait Pour donner des ailes. On voulait que chaque défi se finisse par Pour donner des ailes pour qu'il y ait toujours le nom de l'asso. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire sur Ultra Solidaire, c'est un nom qui nous parlait bien et qui était peut-être plus simple aussi des fois à utiliser. Donc voilà, donc l'idée, c'est plutôt Ultra Solidaire. Et puis après, à chaque projet, on essaie de trouver un nom assez chouette, assez marquant et plutôt, si possible, original, quoi. Ok. Sur le système de collecte de fonds qui permet aux associations de pouvoir reverser l'entièreté des dons qui sont faits, vous utilisez quoi du coup comme système, comme outil? Le top, c'est des outils comme Helloasso, par exemple, où Ouais. là, il n'y a pas de commission et les gens peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, faire une commission pour le site, hein, mais voilà, ce genre de choses. Et après, ce qu'on s'est aperçu, c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'associations, en l'occurrence, c'est le cas pour Téléthon, qui ont des pages de collecte de fonds. Et à ce moment-là, en fait, c'est eux qui font bénéficier de la réduction fiscale et ça passe même pas par nous. Donc, d'un point de vue comptable, on est même encore, c'est encore plus simple. C'était le cas, par exemple, en 2023, quand on a fait une collab avec l'association, c'était quoi? C'était l'association Petit Prince. Où là encore, ils avaient une page de collecte où l'avantage, c'est que tout est géré directement par eux. Nous, on touche pas aux sous. De toute façon, dans tous les cas, à 100%, on repartirait, mais au moins, on n'a même pas cette gestion des flux-là, quoi. Ouais. Je posais la question parce que c'est vrai que la bonne vieille cagnotte Litchi qui est un peu rentrée dans les habitudes, en tout cas des Français, ils prennent quand même un cut assez intéressant, autour de 30%. Peut-être pas tant que ça, mais oui, ça représentait quand même quelques pourcentages. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des solutions alternatives. Moi, ce que j'utilise, c'est le site WordPress et puis un plugin de donation. Et là, tu prends juste 1,5% qui sont les frais de la banque que te prend la banque pour collecter les fonds. Mais le coût des pages, des associations ou des fondations que tu soutiens, ça marche aussi très bien, quoi. D'ailleurs, j'ai un des clients qui fait ces pages-là pour les grosses assos. Génial. Donc voilà, ça sera l'occasion d'en parler aussi. Et du coup, l'assos, elle vit. L'objectif, c'est de collecter des fonds pour là ou les causes que vous soutenez à travers ces défis. Et là, pour 2025, vous êtes fixé un petit défi là qui rappelle ce que vous êtes dit il y a 6 ans, quoi. Vas-y, je te laisse, Quentin, si tu veux. Non, vas-y, t'inquiète. Écoute, là, cette année, effectivement, c'est un peu l'aboutissement d'un long chemin. Effectivement, comme on disait, ça fait 6 ans qu'on a parlé de cette histoire-là, de l'OTILE. Et c'est vrai que c'était quand même pas, c'est pas une petite affaire. Il y a eu un chemin long avec pas mal d'obstacles, au niveau physique, sur plein de choses différentes. Du coup, ce projet-là, il a failli se lancer l'année dernière, ça s'est pas fait finalement. Mais on a réussi à faire quelques petits swimruns et on a réussi à avoir une qualification pour l'OTILE. Et voilà, dans un coin de notre tête, on avait cette histoire de faire l'OTILE et on se demandait aussi de quelle manière on pouvait le faire. Et là, c'est un petit peu différent par rapport aux autres projets qu'on a mis en place. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas de récolter des fonds pour des causes, qu'on refera plus tard sur d'autres projets. Mais là, on s'est… Comment ?
l'un n'empêche pas l'autre après. Hein. Si tu veux, je te fais une page de donation et puis. Ouais. Bah après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention des fois Brouiller à le pas message. voilà, pas brouiller le message parce que des fois on peut vouloir faire plein de choses, on peut finir par rien faire bien. Donc on va essayer de faire voilà, de mener notre projet jusqu'au bout. Et l'idée c'est un petit peu à la fois une expérience pour nous. De voir si on est capable d'avoir un projet qui soit à la fois ambitieux et sobre au niveau de notre empreinte carbone sur les déplacements, parce que mine de rien, c'est un projet qui va nous mener à travers toute l'Europe, pour le Tilleux, mais aussi pour d'autres courses au fil de la saison. Et d'un autre côté, c'est OK, est-ce qu'on peut pas se servir de cette expérience-là pour sensibiliser sur la cause du changement climatique, sur les actions qu'on peut mettre nous en place au quotidien et sur des événements un peu exceptionnels comme des déplacements pour des courses, mais pourquoi pas pour partir en vacances ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est à la fois une expérience et on va essayer de partager un petit peu là-dessus sur voilà, qu'est-ce qu'on trouve comme solution, quelles difficultés on rencontre, voilà, et est-ce que c'est vraiment possible de faire quelque chose qui soit voilà, à la fois ambitieux et sobre, ou est-ce que c'est trop compliqué? Ça se trouve, on se dira à la fin de l'année, bah non, en fait, ça marche pas. Donc on verra. On voit que déjà pour la première étape, on est confronté déjà à des contraintes qui sont pas évidentes, mais on va essayer de les surmonter avec les moyens du bord, avec des adaptations. Notre projet, au départ, il est de faire le minimum, et après, on est aussi conscient que des fois, on sera obligé de faire des compromis. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ce projet, on l'appelle Highway to Otilleux, parce que voilà, l'objectif, c'est de traverser l'Europe en train pour aller à l'Otilleux et pour participer à plusieurs coupes du monde de swimrun. Voilà, mais voilà, sur ce chemin-là, des fois, il faudra s'adapter un petit peu. Par exemple, là, on a une course ce week-end où on va essayer de se déplacer en train, et puis sur place, c'est compliqué, donc on va devoir louer une voiture électrique. Donc voilà, il y a plein d'expériences qui vont être hyper intéressantes autour de ça, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, tu nous laisses un peu sur la fin. Tu dis de faire ça de façon sobre, mais qu'est-ce que ça veut dire sobre? Donc on l'aura compris, essayer d'avoir un impact carbone le plus neutre ou le moins impactant, le plus faible possible pour se déplacer sur les différentes courses sur lesquelles vous allez aller pendant la saison, et puis avec en point d'orgue jusqu'à Eutileux. Alors pour ceux qui visualisent pas, bon, les courses un petit peu tout au long de la saison, il y en a un peu en France, un peu en Europe, etc. À la limite, on visualise assez facilement comment utiliser les différents moyens de transport et en particulier le train. Mais Eutileux, c'est où? Ça représente quoi comme voyage? Combien de temps? Quelles difficultés? Etc., etc. Parce que la Suède, c'est quand même pas juste à côté par rapport à l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse ou autre. Ouais, évidemment, c'est pas rhétorique. Moi, j'ai déjà fait mon tracé. Hein. C'est ça. Tu connais déjà le parcours. On va peut-être pas prendre tout à fait le même par contre. Non, mais effectivement, comme tu l'as dit, Otilleux, c'est en Suède, c'est dans les archipels de Stockholm. Donc c'est un bon trajet. Pour aller jusque-là, aujourd'hui, on a tracé notre route, si je puis dire. Donc l'idée, ce serait Ghislain sera dans les montagnes pour s'entraîner. Comme je le disais tout à l'heure, on a un beau terrain de jeu ici, donc il va venir faire un petit stage de préparation à la maison avant qu'on parte. Et l'idée, c'est de passer par la Suisse, l'Allemagne, et on fait Berne. On va voir Hambourg, Malmö et Malmö-Stockholm. Ok. Donc, ça représente là, globalement, sans optimiser à fond les correspondances, les trains, on partirait le jeudi donc la course est le lundi. L'idée, ce serait de partir le jeudi vers 11h50 du matin et on arriverait le vendredi à 17h. Donc, ça fait un temps de déplacement qui est de 26 heures. Pour être honnête, avant de préparer ça, je me suis dit ça va prendre beaucoup plus de temps. Et au final, ça a été vraiment une belle surprise. Il y aurait 6 correspondances et surtout un voyage, c'est l'aventure qui débute dès qu'on rentre dans le train, quoi. C'est vraiment un moment pour nous et
Et ouais, c'est l'aventure et on s'est dit que ce projet avait beaucoup plus de sens. Si on fait ça, c'est génial, quoi. C'est l'aventure qui commence dès qu'on ferme la porte. Donc voilà, et je crois qu'en temps de train, on est à 22 heures. J'ai pas encore bien analysé, mais je pense qu'il y a encore moyen d'optimiser des trains et de faire un voyage en 24 heures. Moi, je pense que c'est jouable. 24 heures porte à porte, c'est jouable. Donc, c'est un défi dans un défi. Ouais, je vous disais en off, ce midi, j'enregistrais aussi avec d'autres gars qui sont au Verdon comme vous ce week-end. En l'occurrence, Arnaud de Lustrac et son binôme Jérôme, avec qui ils font partie de la team de la Kebab League, pardon. Et eux aussi vont y aller en train. Bon, ils arrivent plus tôt par contre, et ils nous ont soufflé le double train de nuit, ce qui peut être sympa. Donc, en partant de Paris pour le coup, mais Paris-Hambourg en train de nuit. Après, stop à Hambourg une partie de la journée et Hambourg-Stockholm en train de nuit. Donc, on a déjà fait notre tracé, mais finalement, on va peut-être explorer cette option-là parce que, ne serait-ce que, même si on n'y va pas pour faire une place sur le podium, on y va pour profiter du voyage et de l'expérience. Ça peut être sympa d'arriver quand même un minimum reposé, surtout que nous, on arrive encore 24 heures après vous, on arrive plutôt le samedi. Ok. Effectivement, le train de nuit, nous, c'est quelque chose qu'on va viser et c'est pour ça que je dis en optimisant. Là, le train, j'ai pas encore trouvé le train de nuit, j'ai pas encore trouvé les correspondances qui font qu'on arrive à attraper le train de nuit le jeudi soir, mais c'est l'idée, justement, c'est d'arriver à ça. Moi, j'ai déjà utilisé pas mal de fois le train de nuit. J'ai mon frère qui habite à Toulouse et la ligne Paris-Toulouse en train, elle se fait super bien de nuit. Donc, moi, c'est quelque chose que je prône et que j'adore. Et donc, on continue dans ce sens-là. Bon, c'est bien, tu pourras venir t'entraîner avec moi alors quand tu iras voir ton frère, parce que moi, je suis à Toulouse. Eh ben, avec grand plaisir. Écoute, la prochaine fois que je descends, ce sera avec plaisir pour partager ça avec toi. Bon, nickel. Mais au-delà de l'engagement que ça représente en termes de temps de déplacement, parce qu'on regarde un avion Paris-Stockholm, c'est 2h30. Hein, donc forcément, 2h30 versus 26 heures, c'est pas la même en termes de fatigue, en termes de logistique, etc. Il y a aussi un impact financier, parce qu'un billet d'avion, c'est 150 balles pour aller à Stockholm. En train, on n'est pas sur les mêmes volumes. Effectivement, le coût du billet de train n'est pas, j'ai envie de dire, il est pas à mettre de côté. Aujourd'hui, oui, c'est à peu près le double sur un trajet, on va dire, sans réduction, sans choses comme ça. Faut qu'on explore aussi la piste d'Interrail, de prendre une carte et pour voyager, justement, comme le disait Ghislain, on a d'autres courses qui sont prévues en Europe, notamment une en Suisse, Vangadine, fin juin, début juillet. Là, c'est pareil. L'idée, c'est d'y aller en train. Donc, il faut qu'on analyse encore un petit peu plus ça. Et effectivement, il y a un coût financier euh, qui n'est pas négligeable, mais qui se compense largement avec l'aventure qu'on va vivre. Bon, mais Et alors, ça peut être aussi j'ai envie de dire, une optimisation des dépenses, mais voyager en train de nuit, on économise une nuit d'hôtel. Donc, si on arrive plus tôt et qu'il faut qu'on réserve une nuit d'hôtel en plus, au final, le coût qu'on va gagner à aller plus vite, on va le dépenser dans un hôtel, alors que là, on sera dans le train et on sera en déplacement. Donc, quand on regarde l'impact au final, en prix, il va être quasiment identique. Par contre, l'impact carbone, lui, par contre, c'est pas du tout le même. Juste sur le trajet vers Eutileux, donc en partant des montagnes, pour vous, vous avez regardé un petit peu la différence où vous avez fait le calcul prévisionnel sur l'ensemble de votre saison? C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Vous avez regardé la différence entre le trajet aller-retour en avion de un Paris-Stockholm versus le trajet que vous allez faire vous en train, parce que dans votre plaquette de présentation, vous avez mis le calcul pour la saison 2025 jusqu'à, mais juste sur ce segment-là en particulier, vous avez regardé la différence? Ouais, sur celui-là, alors moi je l'ai, faut que je me la remette sous les yeux. Tac, tac, tac. Vous l'avez dans le tableau. Ouais, mais oui, ouais. effectivement. Celui-là, moi, le comparatif que j'ai, c'est globalement en avion, on est sur 1 tonne 450. Si on le faisait en voiture, on serait sur 1 tonne 20.
Et sur le fait en train, on est théoriquement c'est une estimation plutôt basse, mais en gros, on est sur 9,5 kg d'émissions de CO2. Je précise que ça, c'est du théorique parce que c'est basé sur des chiffres français. Alors que en France, on sait qu'on a la chance d'avoir un parc nucléaire qui marche très bien et qui nous alimente beaucoup en électricité et donc qui alimente les trains. Maintenant, on est conscient aussi que quand on passe par des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui produit son énergie principalement grâce aux mines de charbon, l'électricité a un coût en termes d'empreinte carbone plus important. Donc voilà, au final, si on liste les chiffres, on se retrouverait globalement autour de 20 à 30 fois moins d'impact carbone en prenant le train par rapport à l'avion. Et puis aussi nettement moins par rapport à la voiture si on voulait y aller, ne serait-ce qu'en covoiturage. Ce qui est impressionnant parce que tu as dit combien? 1,5 tonne si vous prenez l'avion juste sur ce trajet-là? 1,5 tonne, ouais, pour les deux personnes. Hein. C'est pour Ouais, les deux personnes, c'est pas parfait. Hein. Ouais, mais 1,5 tonne, donc tu divises par deux, on est quand même pas loin de 750. la recommandation basse annuelle d'émissions de CO2 par individu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, ce qu'on avait simulé au tout début du projet. Alors encore une fois, c'est de manière fait de manière très simple, avec tous les départs, tous les départs depuis Paris. On a pris un point central parce que moi je suis de Nord, lui il est de la montagne. Globalement, tout à départ de Paris, on a fait une estimation et globalement on serait à plus de 5 tonnes sur l'avion. Si à chaque étape on y va en avion. On serait à plus de 3 tonnes si on y allait en covoiturage et on se retrouverait, alors estimation très basse, moins de 200 kg équivalent CO2. Dans la réalité, on se retrouverait plutôt aux alentours de peut-être 500-600 kg de CO2, mais ce qui représente quand même déjà nettement moins que la voiture. Hein, on diviserait par 5, 6, 7. Et puis incomparable par rapport à l'avion. Voilà, l'avion, globalement, si on faisait toute notre saison en avion, ça ferait plus de 2,5 tonnes chacun. Ça veut dire en sachant que le GIEC recommande de se rapprocher des 2 tonnes par personne par an. C'est-à-dire que rien que sur ce projet-là, on mangerait plus que notre budget carbone à l'année, quoi. Ouais, sympa pour les autres, merci les gars. Hein. Donc heureusement que vous prenez le train. Exactement. Après, alors c'est intéressant, tu vois, la réaction que tu as, parce que tu vois, on ne veut pas du tout être culpabilisant à ce sujet-là. C'est un sujet qui est très complexe et qu'on aborde, tu vois, avec toute transparence, dans le sens où, déjà, d'une part, on n'est pas des experts. Il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Nous, on se fie à justement des experts pour essayer de trouver des solutions. Et d'un autre côté, on n'est pas non plus exemplaire. C'est-à-dire que nous, on a fait chacun de notre côté depuis quelques années la démarche de faire un bilan carbone tous les ans pour savoir un petit peu quel est notre impact personnel. Et pour être encore une fois très transparent, on est tous les deux au-dessus de la moyenne française. La moyenne française elle se situe à peu près à 9 tonnes de CO2 par tête. Tu vois, moi je suis plutôt aux alentours de 12-13 parce que au quotidien j'utilise ma voiture pour aller au travail et que je suis malheureusement contraint de le faire, sauf si je voulais passer 3 fois plus de temps dans les transports. Habite à côté de ton boulot, bordel. Non, évidemment. La contrainte, c'est que comme j'ai plusieurs boulots, du coup, ça serait déplacer une partie du problème. Mais au-delà de ça, encore une fois, voilà, on n'est pas parfait. On n'a pas vocation à l'être, et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un message qui soit audible, parce que s'il y avait que des gens parfaits qui parlaient de ces sujets-là, en fait, il y aurait personne qui en parlerait. Donc la question c'est, ok, nous on a envie de faire des projets un peu fous, on a envie d'être ambitieux, mais d'un autre côté, on a envie de voir si on peut le faire de manière responsable pour nous, mais aussi parce que de toute façon, je pense que dans les générations qui viennent, ils auront moins le choix que d'utiliser ce genre de moyens de déplacement. Et donc voilà, c'est une expérience, et encore une fois,
aucun problème. Si certains souhaitent utiliser l'avion, c'est très bien. Enfin, l'avion, ça reste un truc génial, quoi. Enfin, il y a 100 ans, les gens pouvaient rêver de voler. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire presque entre guillemets quand on veut, à un coût qui n'est pas forcément démesuré. Et c'est un super outil. C'est un super outil pour aller découvrir le monde. Et voilà, je l'ai déjà utilisé. Quentin l'utilise régulièrement pour son boulot. Je suis certain que je le réutiliserai un jour. Mais par contre, dans la vision qu'on peut avoir, c'est que on essaie de le garder pour des choses un peu exceptionnelles. Et que quand on a la possibilité de faire autrement, peut-être qu'on peut se poser la question de est-ce que quand on balance les choses, comme disait Quentin tout à l'heure, est-ce que finalement ça peut pas être faisable autrement? Il y a des choses pour lesquelles non. Il y a des choses pour lesquelles l'avion reste et restera probablement la meilleure solution de transport. Mais il y en a d'autres comme ça où au final notre aventure, c'est une aventure sportive, ok, mais c'est aussi une aventure humaine. On a envie de passer ce temps-là ensemble. Avec notre staff, hein. Je pense aussi à Mathilde, ma compagne qui va nous accompagner. En fait, qu'on passe ce temps-là sur place ou qu'on passe ce temps-là dans le train, on va le passer ensemble. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller vite, on a juste besoin de passer du temps ensemble, tranquille. Voilà, c'est aussi une manière de passer des vacances aussi, tu vois. Donc voilà, la logique, elle est là. Et encore une fois, on ne veut culpabiliser personne parce que nous, on n'est pas parfait ni sur ce sujet-là, ni sur d'autres points, quoi. Non, mais l'idée, de toute façon, je taquinais tout à l'heure, mais Bien c'est sûr. de ne surtout pas être donneur de leçons. Et puis, effectivement, de faire chacun sa part du job, donc être un peu chacun un colibri. Moi-même, hein, voilà, j'essaye de me déplacer au maximum avec les transports. Et de toute façon, je ne peux plus conduire à cause de mes yeux. Mais j'ai quand même une épouse qui, elle, conduit et qui nous conduit un peu partout. En revanche, on a des enfants qui habitent au Luxembourg. Quand on va voir les enfants, les petits-enfants, la naissance du petit bonhomme, sur 2 jours, ça paraît compliqué d'y aller en train parce qu'il faut déjà une journée pour monter et une journée pour revenir. Donc, si c'est pour aller toucher le mur, embrasser le petit et revenir, on fait tout ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. Mais on fait un peu les colibris. On fait notre part du boulot. C'est ça, on essaye en tout cas. Et puis au-delà de ça va créer des souvenirs, hein. Ouais. C'est l'aventure et je suis sûr que dans 20 ans, on se souviendra plus de notre trajet en train que si on y va en train plutôt qu'en avion. Enfin voilà, c'est parce qu'il y aura certainement des galères et ça va faire partie de l'aventure. Et c'est ça qui est chouette et qu'on recherche aussi. D'ailleurs, on en parlait en off quand je vous demandais s'il y avait des tabous ou pas. Vous m'avez dit non, mais on peut parler des galères qu'on a rencontrées. Donc, allez-y, c'est le moment pour inspirer les gens et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Quelle est la première anecdote un peu fun, mais liée à une galère qui vous vient à l'idée? Ouais, je pense que Quentin, tu peux nous parler de la traversée du lac d'Annecy, je pense, Quentin. Ouais, je pense que celle-là, elle est pas mal. Elle est assez chouette. Du coup, dans toutes les idées un peu farfelues de Ghislain, il y en a eu une, ça a été c'est chouette quand même le lac d'Annecy, ça serait chouette qu'on le traverse. Et moi, la première réaction que j'ai eue, c'est ok, vas-y, on va regarder sur une carte le lac d'Annecy, la traversée. Ça fait donc pour moi, ça faisait 2 km si on faisait d'est en ouest. Donc je me suis dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis Ghislain, il me dit, non, le but, c'est de traverser du nord au sud. Il fait je crois, 15,5 km. Mais du coup, avec les courants, ça peut bouger un peu, je crois. Pas encore, mais potentiellement un jour. Il y aura l'aller-retour. Et donc, je précise que j'avais dit, ça serait cool d'arriver sous le pont des Amours. Hein. Oui, à Annecy, dans Annecy, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, une fois de plus, je dis ok, vas-y, viens, on y va, on le tente. Et là, mais vraiment, on est arrivé sans préparation, vraiment en amateur et en mode non, mais ça va être facile. On est des nageurs, on sait nager, il n'y a pas de problème. C'est un lac, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. Il va peut-être faire un peu froid, mais on a la combi, il n'y a pas de problème. On n'avait pas la combi. Et on n'avait pas la combi en plus, oui, effectivement, pardon, sur celui-là, on l'avait tenté sans combi la première fois, tant qu'à faire. Non, mais c'est pas utile, c'est pour ceux qui ne savent pas nager. Non. Non. De là, déjà, on est arrivé la veille au soir. Moi, j'ai une voiture que j'arrive à transformer en camping-car pour une nuit. Et le lendemain matin, on se réveille tranquille, un peu de vent, il fait froid. On se regarde. Déjà, c'était assez silencieux dans la voiture, on prend un petit-déj. Je pense qu'on ne faisait pas vraiment les malins.
Donc, du coup, on arrive, je sais pas, je t'ai dit, on part assez tôt, il devait être 8 heures, en se disant, bah, comme ça, on a le soleil, ça va nous réchauffer. Donc, pour ceux qui connaissent, on est parti du sud du lac, donc vers Doussard. L'idée, c'était de faire du sud au nord. Et là, bon, je sais pas, je pense au bout de 2 kilomètres. La stratégie, c'était de s'arrêter toutes les 20 minutes. On avait 2 bouées rouges avec nous pour être vus et en cas de besoin. Et surtout pour avoir les clés de voiture pour gérer toute la logistique. Et, et au bout de 2 kilomètres, regard vide, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait là? Du vent qui commence à se lever, des vagues qui commencent à se créer. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible d'avoir des vagues, du courant dans un lac comme ça? Ouais, bah, Et en fait, c'est pas une base de loisirs. Hein. non, c'est pas une base de loisirs, non, non. Et alors, honte à moi, parce que à côté, je fais un peu de parapente. Donc, les vents, ce genre de choses, c'est des choses que je suis censé connaître. Mais là, je me suis dit, mais non, ça va passer, il n'y a pas de problème. Et en fait, on a eu le courant contre nous, je sais pas, à partir du 2e kilomètre. Et au bout de 5 kilomètres, le lac, il y a un genre de crochet. Et là, on se dit, bah non, mais faut qu'on se mette sur le côté, on s'arrête. Ghislain avait vraiment froid. Moi, le froid, j'arrivais encore bien à le gérer, mais Ghislain n'en pouvait plus. Et du coup, on se pose sur une petite plage. C'était À Devin. Ouais, Douin. Et là, on se dit, bon, on fait une petite sieste et puis on réalise, on se réveille et là, on se regarde et on avait tout de suite compris qu'on va capituler tout de suite. Ça sert à rien de lutter. Donc, on a fait 5 km Je dans le vous imagine bien froid, tous les contre deux le après 5 courant. bornes dans un lac avec une température glaciale à poil, enfin en maillot de bain, hein, parce que vous n'aviez pas la Mais combi. totalement. Donc, en On train de avait vous juste un short. réchauffer tous les deux sur la plage. Là, Voilà. Et Pagua, on faire un attendait gros juste câlin. le soleil et on a été froid. Et du coup, on s'est dit, mais par contre, là, on est au milieu du lac et nos voitures, elles sont aux opposés. Comment on fait? Et donc, du coup, on a réfléchi un peu. Et puis là, il y a un bus qui passait. Donc, on est monté dans le bus, pieds nus, avec notre short, torse nu. Le chauffeur, il nous a regardé avec des yeux, mais qu'est-ce que vous faites là? Et du coup, il nous a remonté à Annecy. Il y avait une voiture qui nous attendait à Annecy, la voiture de Ghislain. Et on a traversé Annecy en short, pieds nus, avec notre bouée. Donc voilà, il n'y a aucune épreuve à prendre au pied. Hein. Voilà, il faut se préparer. Et du coup, on y est retourné un mois après avec beaucoup plus de préparation. L'idée d'arriver sous le pont des Amoureux, je dis à Ghislain, on va peut-être la mettre de côté, on va prendre les courants dans notre sens. Donc cette fois-ci, on est parti d'Annecy-le-Vieux et on a nagé jusqu'à Doussard. Et là, ça s'est très bien passé. On a pris la combi aussi. On s'est dit, ouais, on va quand même passer 6 heures dans la flotte. On n'a pas une très bonne acclimatation 3, puis ça va nous aider. Donc voilà. Donc jamais prendre des défis de haut et ça nous a mis une petite claque et ça fait du bien. Et en vrai, on s'en souvient et maintenant on en rigole. Et tant mieux. Enfin, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien terminé, mais voilà. C'est le genre de truc que je pourrais pas faire avec mon épouse parce qu'elle voit toujours les problèmes en amont, tu vois, avant même que quelqu'un d'autre puisse imaginer qu'un jour une chose pareille puisse intervenir. Quoi. Donc elle m'aurait même pas laissé prendre la bagnole pour aller faire du camping-car au départ, ne serait-ce que pour déposer un pote. Mais t'es complètement malade, le mec il va se noyer, laisse tomber. Quoi. Donc, ouais, non, ça se comprend. Je pourrais le partager, mais c'est vrai que sur ça, j'anticipe beaucoup les choses, mais dans ce genre de choses, je me dis, faut pas se poser trop de questions non plus. C'est important de ne jamais se mettre en danger. La sécurité avant tout. Donc là, on avait les bouées, on ne s'est pas mis en danger. Mais voilà, faut y aller des fois. Puis, il y a l'échec, et puis l'échec fait du bien aussi. Bon, et toi, Ghislain, tu en as une en tête d'anecdotes ou de galères que vous avez rencontrées, que vous avez évidemment surmontées avec brio? Alors, pour surmonter avec brio, ça, c'est pas sûr, mais au final, oui. Je pense que c'est clair qu'on a eu des débuts en swimrun qu'on peut qualifier de mouvementés. Mais comme tout le monde, en fait, au final, quand tu discutes un peu… Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, les deux, ils sont morts de rire. Donc, je pense que vous voyez bien tous les deux. Ah non, mais enfin voilà, je pense que quand tu discutes un peu avec des swimrunners, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui te dit « Oh, mon premier swimrun, classique, facile, ça s'est bien passé. » Jamais. Ah, moi, ça s'est super bien passé. Pour mon binôme, mais moi, ça a été…
D'accord, bah, on en reparlera du coup à l'autre kilo, mais Ouais. ouais, non, les débuts, moi j'avais déjà fait quelques petits swimruns avec des copains, voilà, mais des tout petits et des très simples, voilà, en été, machin, dans de l'eau chaude et tout, pas de problème. Et donc l'année dernière, on s'était lancé, on avait prévu de lancer le projet, alors qu'on n'avait jamais fait de swimrun ensemble, ce qui est déjà pas la meilleure idée du monde. Bah, tu sais que moi, on s'est jamais vu encore. Hein. Donc, on a lancé le projet, mais on s'est même jamais vu. C'est même pas qu'on n'a jamais fait de swimrun, on s'est jamais vu. Eh ben, écoute, si tu veux, je peux te prédire comment ça va se passer. Je te donne un exemple. Premier swimrun du coup de la saison au Verdon. Alors, Quentin avait été un peu embêté par son genou l'hiver l'année dernière. Et du coup, à la toute base, on aurait voulu faire l'Ultra du Verdon, qui est une course extraordinaire, peut-être un des plus beaux swimruns du monde, en tout cas un des plus difficiles du circuit. Finalement, vous êtes ce week-end, enfin en tout cas toi, Ghislain. C'est ça, ouais. Et du coup, on s'était plutôt replié sur le classique, qui a un format avec 28 km. Je pense qu'il devait y avoir peut-être bien 5 km de natte, quelque chose comme ça. Par contre, il est réputé pour être assez froid, ouais, 5 ou 6. Et du coup, voilà. Mais par contre, dans une eau assez fraîche. Et comme on aime bien les galères, on était assez servis parce que il se trouve qu'il a neigé 4 jours avant la course. Donc, imagine l'environnement. Moi, je sais que j'ai rejoint Quentin chez lui peut-être une dizaine de jours avant la course. Chez lui, il avait neigé pas très longtemps avant. Il faisait une température glaciale. 10 jours avant, on s'est dit, on avait déjà fait quelques douches froides, tu vois. On s'est dit, c'est déjà au moins le minimum. Mais par contre, on avait un peu attendu avant de tester la nage en eau froide. Et donc, on l'a fait au lac de Passy, en dessous de Chamonix. Qui est un lac qui a une température à peu près équivalente à celle du lac de Sainte-Croix dans le Verdon. Et Quentin a testé un peu ça avant que j'arrive, en y allant progressivement, mais sauf que même en y allant progressivement, je crois que la deuxième ou troisième fois, il a fait une petite hypothermie, Quentin. Et il a eu le droit de choper un bon rhume, voilà, à une semaine de la course, ce qui est toujours sympathique, ce qui ne lui permettait pas de nager déjà pendant la dernière semaine. Oh, mais c'est pas grave, tu fais du tapering. C'est ça, voilà. Ça, c'est pour se rassurer. Et du coup, moi, je suis arrivé, je me suis dit, écoute, faut y aller aussi un petit peu, histoire de voir ce que ça donne, quoi. Parce que là, il n'y avait plus trop de doute sur le fait que l'eau soit fraîche, parce qu'on savait qu'il neigeait à ce moment-là, là-bas. Moi, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai commencé par 250 mètres, ce qui met déjà un bon taquet. Parce que je me suis dit, 250 mètres, c'est quand même pas beaucoup par rapport à 6 km. Déjà ça, compliqué. La deuxième fois, j'ai dû faire 400 ou 500 mètres. Je me suis dit, ok, les sensations des 2 premières minutes, elles passent. Mais après, ça fait quand même froid, quoi. Et le troisième jour, je crois que j'ai fait 800 mètres et je me suis aperçu qu'en fait, à partir de 500 mètres, je ne sentais plus mes bras et mes bras tournaient machinalement, mais je ne contractais plus mes doigts et tout. Là, on s'est dit, ça va quand même être compliqué, cette histoire. Et donc, on s'est retrouvé au fin fond du Verdon dans un truc paumé. Le matin de la course, je me rappelle, Quentin, il faisait une tête. Je ne l'ai jamais vu comme ça et il n'avait pas du tout envie d'y aller. Moi, j'étais en mode, de toute façon, on y est, il faut y aller, quoi. Et, parce que la veille, on est arrivé, on a mis les jambes dans l'eau, on s'est dit, mais c'est pas possible de nager. Il se trouve que l'eau dans le lac était à 10 degrés et dans les gorges, elle était à 8 degrés. Mais donc c'est même plus froid qu'à Eutileux. Ah oui, non, mais c'était vraiment, ils ont dû aménager les parcours parce qu'en fait, sur les crêtes en haut, c'était enneigé quelques jours avant, et puis parce que, en fait, avec la fonte des neiges et en plus avec le vent qui était orienté d'une certaine manière, en fait, on avait de l'air froid qui arrivait, donc en fait, il faisait à la fois froid dans l'eau, mais aussi il y avait du vent froid. Et donc vraiment, les conditions étaient magnifiques pour prendre une belle fessée. Et autant te dire qu'on l'a bien prise. Et dans ces cas-là, c'est toujours les moments où tu prends les bonnes décisions. Et Quentin, il s'est dit, pour pas avoir froid, il faut que je mette plusieurs couches. Mais sauf que pour un premier swimrun, oui, tu peux tester, mais sauf qu'on s'est aperçu que c'était une erreur et que à la première natation, alors avec Quentin, c'est plutôt lui le gros nageur parmi nous deux, donc il est censé être devant. Il est parti devant.
mais il a été devant à peu près 20 mètres, jusqu'au moment où je le rattrape. Je le rattrape en me disant bon ben voilà, il va se caler sur moi, il m'attendait peut-être, et puis je me dis, je me mets devant lui, il va s'accrocher, et puis je me retourne un peu, il s'est pas accroché, et puis je ralentis, et puis il n'arrive pas, et puis je m'arrête, et puis il n'arrive pas, et là je me dis oh là 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 là, on a fait 200 mètres dans le bazar, on n'avait pas la longe bien sûr parce qu'on n'était pas équipé à ce moment-là. Des plaques toutes petites, et là, un pull boy ridicule. C'est ça, voilà. Et donc là, je me dis, ok, bon, c'est la première natte, il faut qu'il se chauffe, il a des grosses épaules, c'est toujours un peu compliqué dans la combi, machin. Donc, on arrive quand même au bout de cette première natte qui devait faire quelque chose comme 400 mètres, je pense. Déjà un peu choqué parce que 400 mètres dans l'eau à 10 degrés à 6 heures du matin, t'imagines bien ce que ça donne. Et puis du coup, petite course à pied, on replonge, et là, rebelote, je vois Quentin, il fait la bouée, quoi. Et donc même il y a des moments où je reviens vers lui alors que c'est lui qui est censé être le gros nageur, et donc là on se rend compte qu'on va être dans une journée un peu compliquée, et puis ça a été ça toute la course, donc t'imagines bien que le calvaire que ça a été, le chemin de croix, donc c'était alors c'était compliqué sur le moment, je me souviens de Quentin, c'était pas évident, maintenant on en rigole parce que voilà, c'est comme tout, ça reste une expérience. Et puis en fait, au final. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'il aime les fessées parce qu'il en a repris une, 2 mois plus tard. À Engadine, on s'est dit, c'est bon, là, on a un peu d'expérience, machin et tout. Elle va être plus chaude. Bah non, on était en Suisse, en dessous des glaciers, on s'est pris une eau pareille entre 10 et 12, avec des fois des torrents qui avec des directement passages du glacier. très froids. C'est ça. Et voilà. Donc après, avec une préparation qui n'avait pas été évidente du côté de Quentin aussi sur la partie à pied. Donc là, on s'est dit, là, le projet même en lui-même a été un peu remis en question parce qu'on s'est dit, waouh, mais en fait, c'est vraiment un vrai truc. Il suffit pas de savoir nager et courir, quoi, pour faire du swimrun. Il y a plein de choses à faire, au niveau du matos, au niveau de l'adaptation de l'environnement, au niveau de la stratégie de course. Voilà, il y a énormément de choses. Et là, en gros, on est des peintres. Mais après, voilà. Pour nager, c'est pas l'idéal. Ouais. Et du coup, voilà. Après, on en rigole aussi parce que on a réussi depuis à trouver des solutions. Et c'est là que c'est cool. Il y a l'ingénieur chez Quentin qui a pris le dessus sur les émotions. Et au final, on s'est rendu compte que en changeant un peu de matériel, avec des combis adaptés, avec des plaquettes qui sont adaptées, avec des pull boys qui sont adaptés, avec une bonne longe bien réglée, avec une bonne stratégie, on s'est rendu compte que la course, ça pouvait être complètement différent. Je me souviens on a fait une super session d'entraînement quelques jours avant le swimrunman de La Fraye, près de Grenoble. Et je sais que ça a été un gros déclic là pour nous deux parce qu'on s'est dit, ok, là maintenant ça y est, on est des swimrunners. Alors là, ça fait bien quand on le dit comme ça. Quand tu nous voyais sur la plage avec nos combinaisons, nos plaquettes, nos lunettes, à courir avec nos bonnets au milieu des touristes qui étaient là en train de prendre leur pique-nique, t'imagines bien que pour eux, c'était pas genre, ah ça y est, ils sont prêts pour leur swimrun. C'était genre, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gars-là, quoi. Ça ressemblait clairement à ça. Je crois qu'il y avait tout le monde qui nous regardait comme ça, sortir de l'eau, plonger, aller courir, machin. On passait complètement pour des tarés. Mais c'est ce qui nous a fait passer un cap. Et tu vois, il y a des choses qui sont chiffrées toutes simples. On sait qu'avant, on prenait 25 à 30 secondes par transition. Et on sait qu'en swimrun, il y en a quand même pas mal des transitions. Sur la fin de l'entraînement, on mettait entre 5 et 10 secondes par transition. Tu vois, sur la mise à l'eau ou pour sortir de l'eau, en optimisant à chaque fois l'utilisation du matériel, la communication entre nous. Et en fait, tu t'aperçois que sans être plus fort, juste avec une bonne organisation, une bonne communication, du matériel maîtrisé, adapté, en fait, l'épreuve, elle n'est plus la même, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est pointé à La Fraye. On s'est pointé La Fraye pour le coup, là vraiment préparé en mode ok, ça y est, maintenant on sait faire du swimrun, et la course a été complètement différente. Ouais, non, j'imagine. Je pense qu'avec Fergus, on sera un petit peu mieux préparé déjà parce que on produit le podcast Road to Tilo avec cet objectif-là, de comprendre comment ça marche et puis de transmettre aux autres. On est des fervents adeptes du podcast L'Instant Swimrun. J'imagine que vous connaissez un petit peu. Un petit peu.
avec un mec qui fait un peu de swimrun qui est pas trop mauvais, Mathieu. Ouais. On t'embrasse, Matt, qui est l'actuel champion du monde en titre avec son binôme. Et puis, on va se tester quand même. Fergus en a déjà fait un en solo et il en a fait un à Jablin la semaine dernière avec une binôme. Et puis moi, j'en ai déjà fait un et on va quand même essayer de se retrouver. Et puis, on a un dénominateur commun en fait dans notre équipe, c'est notre entraîneur Christophe Liamas qui nous dit déjà qui nous a mis en relation parce qu'on avait un peu le même projet, mais pas forcément au même moment. Donc de mon côté, ça s'est accéléré et puis surtout qu'il voit nos stats et il nous dit quand vous vous entraînez, parce que moi ça fait un mois et demi que je fais plus rien, vous êtes à peu près du même niveau dans les deux disciplines, donc ça devrait bien coller, quoi. Quentin, Ghislain, il balançait que pour le premier swimrun, tu avais mis plusieurs couches, c'est-à-dire tu as mis plusieurs néos. C'est quoi la connerie que tu as faite en fait? J'ai mis un t-shirt en lycra de surf. Alors vraiment, chose à ne pas faire. Comme le disait Ghislain, on n'avait pas les combis adaptés. Et moi, j'avoue qu'en tant qu'ancien nageur, je nage beaucoup avec les épaules. Donc, j'ai besoin d'une bonne mobilité au niveau des épaules. Et là, ça a été... Ah ouais, j'avais chaud. Hein. Au niveau des épaules, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais il ne bougeait plus. Hein. Ouais. Et du coup, en termes de mobilité, avec le froid, la crispation, ça a été une grosse erreur. D'utiliser ce t-shirt en lycra. Mais moi, je me suis dit, c'est un lycra, c'est assez souple, il n'y a pas de problème. Et pareil, une combinaison qui descendait juste au niveau des bras. Et ça a été un gros changement pour moi aussi, pour ce que disait Ghislain pour la Fray, c'était de passer sur une combi sans manche. Ouais. En tant que nageur, moi, j'avais ce besoin-là d'avoir vraiment ma mobilité au niveau des épaules et ça a fait une belle différence. Ça a bien aidé. C'est un peu le débat qu'on a en ce moment entre Fergus, Christophe et moi, en mode on y va en 100 manches ou on y va avec des manches qui descendent au niveau un peu au-dessus des coudes. Et Fergus a déjà un shorty, donc une combi qui va quasiment jusqu'au coude et qui s'arrête au-dessus du genou. Et moi, je me dis que si on pousse aussi notre engagement écologique jusque-là, on va peut-être pas y aller avec 2 néos chacun pour voir et puis adapter au fur et à mesure avec le temps qu'il fera, ou voire même juste pour tester. Et puis après, non, on va partir tous les deux sur un shorty. Et puis, de toute façon, on n'y va pas pour gagner. Donc, parce que toi, l'ingénieur en textile, tu dois bien savoir le coût écologique que représente de fabriquer un néo. Donc, si en plus on y va avec 2 juste pour tester, et puis ça se trouve, il y en aura un qui restera dans le placard, et puis soit on le revendra, soit on va l'oublier. Écologiquement parlant, c'est pas l'idéal, quoi. Ah non. De toute façon, à partir du moment où tu produis, ça a un impact. Donc, non, je te confirme que si tu peux partir avec ton matos. Après, attention, Ghislain, qui est aussi bon nageur, lui, il est en shorty avec des manches qui viennent au-dessus du coude et ça lui convient très bien. Ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun, c'est propre à la morphologie. Voilà. C'est quelque chose qui, si le meilleur conseil que je peux te donner, c'est si tu as quelqu'un qui a une sans manche et quelqu'un qui a une avec manche, qui peut te la prêter et tu peux tester pour te faire ton avis, c'est le mieux, c'est l'idéal. Vraiment, t'essayes, tu regardes comment tu te sens, tu vas nager un petit peu avec et tu regardes comment tu te sens. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Bon, petit appel aux swimrunners et swimrunneuses, parce que je commence à grossir, donc je commence à avoir de la poitrine. Si vous avez envie de me prêter un néo pour que je teste, ce sera avec grand plaisir. Ouais, peut-être pour compléter par rapport à ça, c'est vrai que dans la démarche, alors on a la chance d'être aidé par une marque. Alors, je ne sais pas si on peut citer les marques, mais vas-y, c'est pas la radio. On a la chance d'être aidé par Zog sur ce projet-là, qui est d'ailleurs une super marque qui soutient à mort le swimrun en France avec principalement des aides sur le circuit Swimrunman qui fait des super orgas. Et les lunettes, mais ils font Zogs, ouais, ils font du matos de natation, triathlon et swimrun. Et c'est vrai que je trouve que le conseil de Quentin, il est vraiment cool. Et s'il n'y a pas des personnes qui peuvent prêter des combinaisons du matériel, il faut voir aussi que sur la plupart des swimruns, en tout cas c'est le cas sur Swimrunman avec Zogs, il y a la possibilité de louer des combinaisons sur place et donc de tester du matériel sur les premières courses pour ceux qui sont un peu débutants. Après, ce qu'on a tendance nous à conseiller, c'est une fois que vous accrochez au swimrun, autant investir plutôt sur du bon matériel, quitte à le revendre plus tard, hein, mais plutôt du matériel de qualité qui sera avec des matériaux peut-être plus respectueux, qui tiendra peut-être plus longtemps,
et surtout qui servira dans différentes conditions. C'est-à-dire pas prendre une combi light pour l'été et puis une combi chaude pour quand on va aller en Suède, mais plutôt prendre quelque chose qui peut être un peu polyvalent pour ne pas multiplier le matériel. Ouais, les pneus 4 saisons plutôt que la paire de pneus été et puis la paire de voilà, pneus. Exactement. En sachant qu'en plus, même une combinaison shorty, comme tu dis, il y a toujours la possibilité de rajouter des manchons au niveau des bras pour avoir un peu plus de maintien thermique. De la même manière, il existe aussi des manchons pour les jambes. Que nous, on n'utilise pas parce qu'on n'y trouve pas forcément d'intérêt, mais qui peuvent être intéressants pour certains si ça fonctionne avec eux. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est effectivement de tester dans un premier temps, pas d'ailleurs de manière plus globale, pas investir dans du matériel quand on n'est pas sûr de faire une activité. C'est un conseil tout bête, mais c'est quand même toujours bon à mettre en place, à la fois pour faire des économies financières, mais aussi pour pas produire inutilement, enfin pas acheter inutilement des choses. Et puis voilà, et après, plutôt du bon matériel. Encore une fois, il y a plein de marques qui font du très très bon matos maintenant en swimrun, avec encore une fois dans les gammes plus qualitatives, vraiment du néoprène de qualité qui est hyper flex au niveau des épaules, mais qui quand même protège du froid sur le reste du corps. Ok. Juste le petit point matériel, on y reste. J'avais dit qu'on aborderait le sujet. Chez Decat, vous avez du matos spécifique swimrun ou ça va plutôt être du matos de natation, du matos de course à pied qu'on va pouvoir adapter pour le swimrun? Non. Decathlon a développé son propre matériel de swimrun. Donc, pour un swimrunner qui voudrait s'équiper, Decathlon propose l'intégralité, je dirais, en tout cas pour commencer. Donc, on a le pull boy, on a les plaquettes, on a les lunettes, on a la combinaison. Donc, Ghislain, lui, est avec une combinaison Decathlon. Pour l'instant, oui. Encore aujourd'hui. Donc après chaussures, on peut prendre n'importe quel type de chaussures de course à pied, ça il y a pas de problème. Tiens, j'en profite sur les chaussures, c'est pas Decat, mais moi je suis ambassadeur Sagaro, qui sont des chaussures pieds nus et franchement je recommande, notamment pour le swimrun parce que c'est plus léger. Alors après il faut être adapté à courir quasi pieds nus, mais franchement c'est top. Si vous voulez, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ok, écoute, avec plaisir, et moi c'est quelque chose sur lequel je m'oriente, en tout cas, comme le disait Ghislain tout à l'heure, j'ai des petits problèmes au niveau du genou, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, et notamment le minimalisme qui peut être une bonne piste, et en tout cas que j'étudie de plus en plus. Écoute, vous êtes... non, t'es pas au Verdon toi aujourd'hui, mais sinon il y avait Mathieu Poulain, qui est champion du monde en titre, mais qui est aussi kiné et adepte, en tout cas connaisseur de la course pieds nus et minimaliste, et tu aurais pu aller le voir, mais c'est pas grave, Ghislain ira pour toi. C'est ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, effectivement, Decathlon propose, en tout cas, on peut s'équiper pour faire un swimrun chez Decathlon. Mais intéressant ça. Et du coup, on en trouve dans tous les magasins ou c'est juste certains magasins spécifiques ou alors il faut commander et puis après aller voir en magasin? Plutôt spécifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, tous les magasins Decathlon ne font pas la même taille, donc ce n'est pas les mêmes produits en rayon. Pour être sûr, je conseille de plutôt regarder sur Internet. Okay. Bon, et de se faire livrer dans un Decathlon qui est à côté de chez soi. On en parlera en off parce que justement, je voudrais tester. Mais tester en achetant en ligne, c'est pas l'idéal. Et puis là, on en revient aussi au débat. Ouais, je vais me faire livrer une taille. Et puis, si ça va pas, je vais le renvoyer. Puis je vais me faire livrer la deuxième. Et on a un impact écologique non négligeable aussi là-dessus. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, autant aller tester, même si on sera pas en conditions réelles, mais au moins aller au magasin, enfiler la combi. On commence à voir tout de suite en faisant 4 tours de bras si ça passe ou si ça passe pas, quoi. Exactement. Super. Les gars, est-ce qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas abordés, que vous auriez voulu toucher du doigt aujourd'hui? Non. Après, je pense qu'on a fait un tour assez large de ce qu'on a pu vivre et du projet. Maintenant, il va falloir tout mettre en place maintenant. Maintenant, il va falloir le faire. Le premier septembre, le Exactement.
J'ai une dernière petite question. Comment est-ce qu'on vous suit? Comment est-ce qu'on vous accompagne? Comment est-ce qu'on vous soutient? Où est-ce qu'on communique avec vous? Vous m'avez entendu? Peut-être Quentin? Oui, oui. Ok. Oui, pardon. Du coup, pour me suivre, donc on a une page Insta ultra solidaire. Bah, on pourra te donner les liens et tu pourras les mettre Moi, je mettrai dans les notes de dans. l'épisode. Exactement. Et après, pour nous envoyer, alors je me souviens plus de l'adresse, c'est Ghislain. Ah, pardon. Ouais, bah après, déjà, le compte Instagram, effectivement, c'est ultra solidaire, mais on le renomme à chaque projet. Et donc là, le projet, c'est Railway to Otilleux, donc RAILWAY, tout, et ensuite Otilleux, OTI2LO. Et effectivement, après, s'il y a des gens qui veulent nous contacter par mail, on a l'adresse ultrasolidaire@gmail.com, en sachant qu'on est toujours, voilà, comme toi, à la recherche de nouveaux partenaires sur ce projet-là. Donc, s'il y a des entreprises, par exemple, qui sont intéressées pour s'associer au projet, communiquer sur les valeurs que nous, on essaie de transmettre, on serait hyper content de discuter avec des nouvelles personnes et puis voir s'il y a moyen de collaborer, quoi. Super. Eh ben, les gars, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment derrière mon micro. Et puis, on se donne rendez-vous lundi 1er septembre. Enfin, non, on se verra peut-être samedi ou dimanche déjà avant de prendre la navette. Ouais, carrément. Puis encore une fois, Avec grand plaisir. Merci à toi, Hermano. Voilà, on est rentré en contact il y a quelques semaines et c'est vrai que beaucoup le disent, mais c'est vrai que c'est chouette d'avoir quelqu'un comme toi. Alors déjà qui fait parler du triathlon, du swimrun. Fais rougir. Ah, non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ta capacité à être bienveillant et enthousiaste. On te parle d'un truc et tu es tout de suite au taquet, donc c'est cool d'avoir des gens comme toi, encore une fois, qui permettent d'ouvrir le sport à plein de monde, que ce soit pour des gens pour la performance, pour du loisir, etc. Donc voilà, un grand merci à toi pour ce que tu apportes avec ton podcast. Merci, c'est super. Merci franchement. beaucoup. Et à bientôt. Ouais, merci, très vite. À bientôt. Et Ciao. rendez-vous à Stockholm.